Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Bien, nous sommes heureux de retrouver nos internautes pour un nouveau webinaire qui est plus particulièrement consacré aujourd'hui aux notaires créateurs et surtout à vos questions, les questions que vous aurez imaginées, les questions qui vous taraudent et sur lesquelles nous allons essayer d'être le plus pertinent possible. Alors, tout d'abord, je vous indique une petite précision. J'ai un petit message qui m'indique. Voilà, j'ai fait appel à mon technicien privilégié. Voilà, merci. Alors, donc Philippe Jaillet qui est à mes côtés et moi-même Nicolas Nicolaïdes, nous avons le plaisir d'être pendant 1 heure environ avec vous pour évoquer les différents sujets que vous voyez apparaître à l'écran. Alors tout d'abord, vous avez la possibilité de nous poser pendant ce webinaire un certain nombre de questions. Pour cela, il vous suffit de déplacer votre souris vers le haut ou vers le bas de votre écran. Un onglet va apparaître et sur cet onglet, vous allez cliquer sur « Converser ». Et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de nous poser une question et cette question va apparaître sur notre écran et nous pourrons y répondre. Nous essaierons d'y répondre avec Philippe du mieux possible de manière à ce que vous soyez conforté dans votre choix ou dans votre décision. Sachant qu'on a déjà reçu pas mal de questions, donc elles ont été listées au fur et à mesure. On va les aborder au fur et à mesure du webinaire. Mais n'hésitez pas à en poser d'autres, bien sûr, si éventuellement vous en avez d'autres qui viennent à l'esprit. Tous les participants à ce webinaire vont à la fois voir les questions qui nous ont déjà été posées et les questions qui vont venir au cours de la séance. Donc, tout le monde va pouvoir en profiter et en bénéficier. Alors, quel thème nous allons aborder au cours de ce webinaire, Philippe? Un certain nombre de questions très particulières vont être évoquées. 7 ou 8 thèmes, donc tout d'abord la nomination, la stratégie du chef d'entreprise, le business plan, les locaux, la solution digitale, oui, l'embauche, la communication et le site internet au sens large et l'évolution de la structure d'exercice. Alors, sans plus attendre, pour laisser la place un petit peu à ces questions, quelles sont les différentes étapes post-nomination? Donc, la nomination a été effective, le journal officiel est sorti et votre nom est apparu dans ce journal officiel pour votre plus grand bonheur. Mais est-ce que tout est opérationnel pour autant? Non, alors c'est là où tout commence. Hein. Vous avez votre JO, vous avez prêté serment. Donc, un rappel, cette prestation de serment doit être faite dans les 30 jours qui suivent la publication de votre arrêté au journal officiel. Et après, il y a toute une série de choses à faire, d'étapes à franchir. Donc, on peut déjà les lister. Déjà, prioritairement, commencer à trouver des locaux. On le verra tout au long du webinaire, c'est un petit peu le fil conducteur. Dès lors que vous n'avez pas de locaux, c'est compliqué d'avancer. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous immatriculer parce que vous n'aurez pas l'adresse. Vous n'allez pas pouvoir recevoir de la clientèle, commander le céréales, c'est pareil. Si vous voulez frapper à la porte de la Caisse des dépôts pour commencer à avoir un compte bancaire, n'ayant pas d'adresse, tout est compliqué. Donc voilà, priorité au local. En parallèle de ce choix de local, vous devez frapper à la porte d'un organisme bancaire pour commencer à voir de quelle manière vous allez financer votre création. Hein, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que le matériel immobilier à financer, il y a aussi un fonds de roulement à obtenir. Hein, donc, établir un business plan, on y reviendra, mais commencer à frapper à la porte de quelques banques. Et puis, en parallèle de tout ceci, et peut-être même en amont de tout ceci, écrire une stratégie. C'est ça, on va l'évoquer. On va l'évoquer. Alors, il y a quelque chose d'important également, n'oubliez pas, c'est que vous avez un mois pour prêter serment. Cette prestation de serment va avoir lieu au tribunal de grande instance devant le procureur de la République. Ce jour-là, vous devrez être muni de votre sceau, bien évidemment, et vous allez déposer votre signature et votre paraphe. Donc, ayez préparé, bien évidemment, ayez commandé ce sceau et ayez préparé votre signature et votre paraphe. N'oubliez pas que vous allez signer un grand nombre de documents et d'actes. Alors, sur la signature électronique, c'est plus facile puisque c'est avec votre clé réale et votre code que vous allez plus particulièrement apposer cette signature et ce sceau. Mais lorsqu'on est en signature papier, vous aurez à parapher l'ensemble des pages. Lorsque vous aurez des
copie authentique ou de copie exécutoire, vous allez apposer votre signature et votre paraphe. Donc, préparez quelque chose qui soit facilement utilisable, qui ne soit pas trop rébarbatif. Par exemple, moi, j'ai un nom qui est un peu difficile en termes d'initiales, puisque j'ai 2 N, ce qui fait qu'il y a des barres, un certain nombre de barres à apposer. Donc, j'avais un paraphe qui était bien simplifié de manière à raccourcir mon temps de signature. Donc, pensez à ces aspects-là, bien évidemment. Alors, on en vient aux questions. Oui, venons-en aux questions tout de suite. Alors, sur la domination, une question nous a été posée sur ce délai de 6 mois que certains avancent. Alors, que l'on soit clair, si vous voulez, quand on reprend les textes, il n'est marqué nulle part que vous devez à tout prix vous installer dans les 6 mois qui suivent votre nomination. Hein. Alors, la chancellerie a communiqué auprès de l'ANC en disant effectivement il faut s'installer dans les 6 mois. On n'a pas d'écrit, il faut être clair, c'est de l'oral, mais ce que pour preuve, dans les textes, ce n'est marqué nulle part. Pourquoi 6 mois? Parce qu'à l'époque, c'est pas si vieux que ça, où les créateurs n'étaient pas ce qu'on appelle les créateurs concours. Oui. Le créateur concours, une fois qu'il était attributaire, avait 6 mois pour déposer son dossier de nomination auprès de la chancellerie. Ça, c'était marqué noir sur blanc dans les textes. Là, on n'est plus dans cette phase de créateur concours, on est sur de la créateur tel que le tirage au sort. Donc, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. En revanche, même s'il n'y a pas de délai, la chancellerie met bien l'accent sur le fait qu'il faut s'installer au plus vite. D'accord? Là, vous pouvez reprendre sur le site de OPM, vous avez une foire aux questions qui fait référence à cette notion de délai après nomination, et c'est au plus vite. Et à un moment donné, si vous devez prendre plus de temps que 6 mois, par exemple, à un moment donné, il faut bel et bien aussi qu'on ait une petite date indicative. Dès lors que vous allez justifier auprès de la Chambre ou auprès du procureur que vous faites toutes les démarches, que vous effectuez toutes les démarches pour ouvrir, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, si vous n'avez pas ouvert dans les 6 mois, il n'y a pas de problème. En revanche, dès lors que vous allez dépasser 8, 10, 12 mois, oui, il se peut que vous soyez convoqué parce que la Chambre va dire qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas? Et c'est à vous, après, de justifier que vous êtes en train de construire votre projet, que vous avez eu des difficultés pour trouver tel ou tel local, qu'il faut faire quelques aménagements, qu'il faut… Pour certains, il y a même eu des constructions. Hein, donc là, on a pris les devants, on est allé voir le procureur en disant voilà, il me faut 18 mois pour ouvrir parce que je construis mon étude. Ça passe. Oui. Hein, ça passe. D'ailleurs, la chancellerie a répondu à cette question plus particulièrement de manière indirecte et elle dit, je lis sur la foire aux questions, vous disposez cependant du temps strictement nécessaire pour résoudre les différents problèmes pratiques qui s'opposent à votre installation effective immédiate. Donc, comme le dit très bien Philippe, ce sont les circonstances qui vont étendre un petit peu le délai et aller parfois au-delà de ces 6 mois de manière à pouvoir s'installer dans des bonnes conditions. Mais à condition que vous soyez toujours en mesure de démontrer que vous avez bien fait les démarches nécessaires avec diligence. Vous êtes dans la phase de création, avec les difficultés que ça peut engendrer. Au niveau, dans la continuité de la première question, dès lors que vous êtes nommé, que vous avez prêté serment, hypothèse, vous décidez pour telle ou telle raison de ne pas y aller, de ne pas poursuivre l'aventure de la création. C'est arrivé, oui. C'est arrivé. Et là, effectivement, vous avez été nommé par le garde des Sceaux. Vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas eu un JO de démission. Donc ça, c'est important. Vous ne pouvez pas être salarié. Vous ne pouvez pas avoir une autre activité professionnelle. Voilà. En fait, c'est absolument interdit. Vous êtes notaire, en fait. Vous avez été nommé en tant qu'officier public. Vous ne pourrez pas exercer autre chose que cette activité. Alors, c'est vrai que même si vous faites la démarche auprès de la chancellerie qu'elle vous démette de vos fonctions, ça va prendre un petit peu de temps. Mais effectivement, vous ne pouvez pas reprendre d'activité alors que vous n'êtes pas démis de vos fonctions. Donc ça, c'est important. Très bien. Y a-t-il des démarches à effectuer auprès de la caisse de garantie? Non, il n'y a pas de démarche. Là, après, c'est les instances automatique, en fait. qui vous inscrivent, si on peut appeler ça comme ça, auprès de la caisse de garantie. Donc, vous n'avez pas, vous, de démarche officielle à faire. Voilà pour les questions que nous avions. Je n'ai pas d'autres questions, donc je vous propose de poursuivre un petit peu avec la stratégie de chef d'entreprise. Alors, Nicolas, pourquoi faut-il avoir une stratégie d'entreprise? Je décide de créer mon étude, je me suis eurodaté, j'ai été tiré au sort. Certains l'ont, cette stratégie, d'autres ne l'ont pas. À quel moment faut-il l'écrire? À quel moment faut-il… Est-ce qu'il faut la faire évoluer?
Alors, c'est effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. On n'avait pas l'habitude de, quand on était notaire, quand on s'installait notaire, de se pencher sur cette question. On n'avait pas l'habitude d'être considéré comme un chef d'entreprise tout d'abord, et donc de ce fait, on n'avait pas de stratégie. Quand vous regardez dans le paysage de l'entrepreneurial français et mondial, vous vous rendez compte que chaque entreprise déploie, met en œuvre une stratégie, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise est créée, pourquoi aller sur tel secteur d'activité, pourquoi envisager de développer telle ou telle mission. En fait, parce que vous devez, enfin, la mission de notaire, ce n'est plus, en tout cas, que recevoir un acte et de générer du chiffre d'affaires. Ça a été ça pendant des années, pendant des décennies. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que l'environnement a changé, parce que la société a changé, parce que les collaborateurs ont changé, parce que les clients ont évolué et ils sont dans une phase d'attente complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Donc, ça signifie qu'il va falloir déterminer clairement, précisément, quelle stratégie vous souhaitez mettre en œuvre, avec des objectifs, avec un plan d'action, bien évidemment, et avec des valeurs, de manière à ce que, si vous voulez, vous véhiculiez au travers de votre entreprise un certain nombre d'éléments auxquels l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette entreprise, de cette étude, puissent se rattacher. Quand on parle de valeurs, ben c'est pour vous tout d'abord, un éventuel associé, une éventuelle étude avec laquelle vous voulez vous rapprocher, mais également pour les collaborateurs, également pour les partenaires de l'étude, les fournisseurs, tous ceux avec lesquels vous allez avoir des liens économiques, et puis enfin pour les clients. Les clients doivent visualiser quelque chose de très exemplaire, j'allais dire, et dans lequel votre stratégie est très claire. Je veux devenir un spécialiste en droit rural. Pourquoi? Pourquoi le secteur dans lequel j'ai horodaté se prête bien à cela? Eh bien, il va falloir réfléchir à cette question et savoir quelle stratégie je vais mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire droit rural, ça veut dire des formations, ça veut dire des outils, ça veut dire du temps passé, ça veut dire des collaborateurs, ça veut dire des logiciels. Voilà tout ce qu'on doit pouvoir mettre noir sur blanc pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie qui concerne le droit rural plus particulièrement. Et vu que c'est quand même un vaste chantier, il n'est jamais trop tôt pour s'y pencher. Non. Hein, je dirais que ne créez pas votre stratégie une fois que vous avez prêté serment. Alors, il n'est jamais trop tard, hein, Oui. mais si vous voulez, en tant que créateur, tout de suite, il faut se poser les bonnes questions et surtout écrire. Oui, c'est important. Une stratégie est sujet à évolution, à savoir que là, vous créez, mais dans 3-4 ans, quand vous allez vous interroger sur tel virage ou non à prendre, si vous avez écrit votre stratégie de début d'activité, vous y ferez référence et vous irez voir, et ça sera toujours plus simple de voir ce qui a été dit 3-4 ans plus tôt. Exactement. Et surtout, vous saurez quoi faire évoluer puisque vous aurez pris des axes et des directions et vous saurez que non, finalement, c'est un choix qui ne s'est pas révélé payant, donc il va falloir le faire évoluer et aller vers un autre axe de développement. Donc, de ce fait, eh bien, il va falloir que cette stratégie évolue tout au fil du temps. Et comme on le dit, comment en tirer profit dans le temps? Simplement, régulièrement, aller la voir, aller regarder si on est bien toujours en phase et s'il n'y a pas d'autres actions à mener. Tout créateur d'entreprise a une stratégie, écrit une stratégie, fait une stratégie. Vous, en tant que notaire, il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas par là. Vous savez, aujourd'hui, le notaire, c'est 3 missions essentielles. C'est un officier public, tout d'abord. Deuxièmement, c'est un expert juridique. Et troisièmement, c'est un chef d'entreprise. Et j'aime bien ce triptyque qui a été repris par Moustapha Mekki, le patron de l'INFN aujourd'hui dans le notariat, le professeur Mekki, qui a cette vision extrêmement moderne du notaire à laquelle nous adhérons vraiment de manière ferme et intense. Donc, à vous de jouer pour écrire cette stratégie. Et là-dessus, on peut vous aider. Et là-dessus, on est en mesure de vous aider à la rédiger, à regarder ce qui est pertinent de mettre en œuvre ou pas. On poursuit avec le business plan. Alors, à quoi sert un business plan? Effectivement, deux axes majeurs. Déjà, dans le prolongement de ce qui vient de dire Nicolas, une stratégie qui est écrite, eh bien, il va falloir la chiffrer de cette stratégie. Si dans ma stratégie, je prévois d'embaucher une personne relativement rapidement ou de développer telle ou telle activité
Exemple, droit rural, droit de la famille, tout ceci doit être quantifié. Donc, le business plan va vous permettre d'illustrer un petit peu tout ce que vous aurez évoqué en amont dans votre stratégie. Ça vous permettra un petit peu d'y voir un petit peu plus clair, ne serait-ce qu'en termes de produits, de charges, de rentabilité, de bénéfices. Donc ça, on matérialise. On matérialise. On matérialise en fait avec des chiffres la stratégie qu'on a mise en place. Donc, on est très lié à cette stratégie puisque le complément de la stratégie, c'est le business plan qui va dire, déjà pour l'organisme financier, pour le banquier, vous avez besoin de ce business plan pour dire voilà quelle est ma stratégie et voilà comment je vais la financer. D'où l'objectif, c'est illustrer la stratégie et l'objectif, ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est aussi aller frapper à la porte d'un organisme bancaire qui, si vous voulez, va vous prêter de l'argent, mais la stratégie, oui, mais la stratégie chiffrée, c'est encore mieux. Donc à un moment donné, quand vous allez frapper à la porte et demander une enveloppe de 100 000, 120 000, 130 000, 150 000 euros, pourquoi pas, à un moment donné, c'est pourquoi telle ou telle enveloppe. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose de très ordinaire, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'engage pas une action si l'on n'a pas à côté de cette action un budget. C'est-à-dire comment va être financée cette action. Alors, dans l'actualité de notre quotidien, on le voit, le gouvernement fait de la même manière, il veut engager des actions et très vite, il dit mais comment vais-je financer cette action? Eh bien, vous, en tant que notaire, de la même manière, vous allez devoir passer par cette étape budget, business plan, de manière à être en phase. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, eh bien, je vais conquérir toute la clientèle en matière de droit rural, reprenons notre exemple, simplement parce que je l'ai décrété. Il y a des actions concrètes à réaliser. Ces actions concrètes, elles ont un coût. Et en face de ces coûts, il va falloir mettre de l'argent de manière à pouvoir réaliser les opérations. Une question qui est relative un petit peu à la compta, au business plan, quel est l'intérêt de souscrire à une AGA, une association de gestion agréée? Donc tout dépend, je dirais, du statut d'exercice que vous avez choisi au moment où vous êtes eurodaté, mais pour synthétiser à outrance, dès lors que vous êtes nommé notaire individuel et que vous générez un bénéfice, vous n'adhérez pas à une AGA. Si vous gagnez 100, eh bien, vous serez imposé sur 125. Si vous adhérez à une AGA, eh bien, vous serez imposé sur 100. Le fait d'adhérer à une AGA vous évite d'avoir une majoration de 25% sur votre revenu. Avant, ce n'était pas une majoration, c'était une minoration. Pour ceux qui ont connu un petit peu, on adhérait à une AGA, on avait droit à un abattement de 20%. Ils l'ont supprimé. Maintenant, c'est pour éviter d'avoir une majoration de base. Donc là, c'est important d'y souscrire dès lors que vous êtes notaire individuel. C'est ça. On a une question, Philippe, en parallèle. Peut-on établir une formule produit moyen à l'acte et montant du loyer ou du prêt IMO? Alors, je ne vois pas le lien qu'on va avoir entre le produit moyen à l'acte qui va être un élément du chiffre d'affaires. Où je vais faire 80 actes, 70 actes, 60 actes avec un produit moyen à l'acte de 1000, 1100, 1200. Qui va dépendre en fait du lieu. C'est du lieu de situation de l'ouverture de l'étude. Vous imaginez bien qu'à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, je n'ai pas le même produit à l'acte qu'au fin fond de la Lozère ou au fin fond de la Haute-Loire. Et là, je rejoins, effectivement, à Paris, le montant des loyers sera différent qu'en C'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un lien, mais il n'y a pas de formule en disant, voilà, j'ai mon produit. Enfin, non, il n'y a pas de lien. C'est le marché qui fait que si vous vous installez en Haute-Loire, j'ai rien contre la Haute-Loire, toi non plus d'ailleurs. Vous allez forcément avoir un loyer plus bas qu'à Lyon ou à Paris, mais votre produit moyen à l'acte va être aussi. Donc ça, c'est le business plan qui va vous faire voir si votre équilibre est bon ou pas. On a, sans forcément comparer la Haute-Loire avec Paris, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des projets sur lesquels on planche, où on sait qu'on va avoir un volume de produits d'un certain montant, et le candidat arrive avec un local en face qui, pour le coup, peut nous paraître un peu cher. Et on sait tout de suite que les 50% du chiffre d'affaires va partir dans les loyers. Bon, on se dit, là, on est un petit peu hors des clous. Hors des clous. On a le droit. Personne ne va nous interdire. Mais il faut en tenir compte. On sait que voilà, on plombe un petit peu la rentabilité, on va décaler un petit peu l'embauche. Alors après, ça peut être un motif tout ce qu'il y a de plus justifié. Je décide de prendre, j'ai un loyer cher. Pourquoi? Parce que j'anticipe une extension rapide. Donc, je veux tout de suite avoir des mètres carrés pour éviter d'avoir à déménager rapidement. Donc, c'est un investissement
dans mon exemple, qui se justifie. Oui, mais ça veut dire qu'on va le voir apparaître dans votre business plan. Absolument. C'est-à-dire qu'on va comprendre comment a été bâti votre montage financier et comment vous arrivez à répondre la première année et les 2 années suivantes aux dépenses budgétaires auxquelles vous allez être confrontés. Donc, voilà pourquoi tout ça est très lié et très important en fait de bien l'analyser et le finaliser. Alors, on poursuit sur la comptabilité cette fois-ci. Alors, à quoi sert un expert comptable? Donc là, oui. la question, effectivement… Bon, là, c'est vers Philippe qu'on va se tourner. Voilà, donc l'idée première, c'est l'expert comptable vous accompagne un petit peu dans ce qu'on vient de faire actuellement. C'est qu'à un moment donné, il faut échanger. C'est pas forcément l'homme du chiffre, hein, ça peut être aussi l'homme de conseil en matière de stratégie, en matière de changement de structure d'exercice. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le regarder. En absolument. fait, il ne faut pas le voir comme, surtout la première année, comme l'analyste pur et dur et unique des chiffres. Et oui. C'est cet accompagnement qui va être essentiel. Absolument, parce que si on attend que vous ayez fait votre première année pour commencer à parler chiffres, c'est bien dommage. Donc l'idée, c'est rapidement, le plus tôt possible, il faut que vous vous fassiez accompagner par quelqu'un qui connaisse la profession notariale. Hein. Vous voyez, ça commence déjà par le business plan. C'est ça. Il y a quelque chose d'essentiel dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que vous avez une stratégie que vous avez construite, vous avez un business plan que vous avez bâti également. Eh bien, ces documents-là, ces 2 documents-là, je dirais qu'ils doivent être à côté de vous quasiment en permanence pour voir si vous êtes toujours en phase avec ces derniers. Et presque tous les mois, et c'est volontairement que j'exagère un petit peu, mais presque tous les mois, ces 2 documents doivent être à côté de vous, doivent être consultés pour voir si tout ce que vous avez imaginé est toujours en cohérence avec la réalité. Ce ne sont pas simplement des documents que l'on bâtit pour présenter à une banque, pour présenter aux instances lorsqu'on commence son activité, mais ce sont vraiment des documents grâce auxquels vous allez bâtir votre activité tout au long de la vie de cette étude. Mais dans 10 ans, il faudra encore que votre stratégie soit en phase avec vos actions. Sinon, vous vous contentez de vous asseoir, de recevoir des clients, de recevoir des actes, mais ça, ce n'est pas une stratégie en soi. Donc, voilà pourquoi elle vous permet également de savoir à quel moment vous recrutez, pourquoi vous devez recruter, pourquoi vous allez faire telle dépense, etc. Donc, c'est important. Il faut que vous ayez un partenaire, et le plus tôt possible. Et oui. Quand vous allez frapper à la porte d'un banquier, certains créateurs de la première vague l'ont fait, sont allés voir avec un bout de tableau Excel. Non, ça ne le fait pas. Non. Aujourd'hui, le banquier, il veut une stratégie, il veut un business plan. Il veut les deux. Il veut comprendre pourquoi il met sur la table 100 000 euros pour aider un notaire qui va créer son entreprise. Il veut comprendre quelle idée vous vous faites vous-même du développement de cette entreprise. D'autant qu'il va vous allouer une somme, il va vous allouer plus que ce qu'il allouerait à une entreprise en guillemets classique. J'en veux pour exemple l'enveloppe de 100 000 ou de 150 000 euros qui est octroyée par la Caisse des dépôts, par Interfimo, par la Caisse agricole, quelles que soient les banques qui suivent le notariat. Si je prends mon exemple de 150 000 euros, vous allez avoir 10, 20, 30, 40 000 euros d'investissement au sens matériel, mobilier, avancement, mais il va vous rester du coup la différence, donc hypothèse 100 000 euros de fonds de roulement, et ça, dans bon nombre de dossiers, c'est l'équivalent de plus de 1 an de charge. Donc vous avez une banque qui vous alloue par avance 1 an de charge. C'est énorme. Mais oui, mais regardez les dossiers de fonds de commerce auxquels vous êtes confrontés dans votre activité de notaire assistant ou de notaire salarié. Il y a des reprises de fonds de commerce, de boucherie, de charcuterie, de bars, de restaurants. Jamais la banque ne suit avec un tel fonds de roulement. Et jamais. Quand elle suit, elle demande de vous rembourser sur 7 ans. Exactement. Alors que là, on est sur du 10, 12, 15 ans. Exactement. Sans aucune difficulté. On avance? Allez. Les locaux. Les locaux. Ah, les locaux. Alors, comment choisir? Comment choisir les locaux? Bien évidemment, alors, on a 2 critères avec Philippe qui sont essentiels pour nous, qu'on répète depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. C'est la visibilité et l'accessibilité. Voilà, les 2 critères majeurs qui nous permettent de choisir, donc dans la commune dans laquelle vous avez décidé de vous installer, vous connaissez les secteurs qui sont porteurs. Alors, faites une petite enquête pour savoir quelles sont les rues quels sont les emplacements qui sont les plus intéressants dans la commune. Et faites attention que ces rues ou ces quartiers ont changé au fil des ans. Hein, ces quartiers très centraux, ces rues extrêmement indispensables il y a 10, 15, 20 ans,
parfois sont devenus de véritables déserts dans les communes. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte d'abord dans le prix que vous allez mettre dans votre loyer ou dans votre acquisition, et puis en termes d'achalandage. Est-ce qu'il y a du monde qui passe devant? Est-ce que vous êtes visible? Est-ce que vous êtes accessible? C'est un élément fondamental. Et je dirais que vous allez voir qu'à un moment donné, donc il y a le critère de la visibilité, de l'accessibilité, de la surface, l'environnement aussi des confrères, mais à un moment donné, le triangle parfait, vous risquez de ne pas le trouver. Donc peut-être que vous allez devoir tourner le dos à un critère. Donc on a eu des cas de créateurs qui ont mis l'accent sur la visibilité. Ils savaient par exemple qu'ils prenaient une surface très petite, hein, c'était du 40-50 mètres carrés, mais ils avaient fait ce choix-là en disant tant pis, pendant 2 ans, je sais que je vais être à l'étroit, ou je sais que je vais devoir déménager dans 2 ans. Oui. En revanche, au cours de ces 2 ans, j'ai une visibilité de folie et je vais lancer ma création avec ce petit local pour me faire voir et après je déménagerai. D'autres ont une stratégie différente en prévoyant forcément un tout petit peu plus grand. Voilà. Pour ne pas avoir à déménager, pour que la clientèle ne soit pas déstabilisée. Mais ça veut dire peut-être que vous serez peut-être un peu moins visible. C'est un jeu d'équilibre. Oui. C'est un jeu d'équilibre. Mais ne soyez pas surpris si vous passez à la trappe un critère. Exemple, l'achat ou la location, peu importe. Peu importe, hein, ne vous fixez pas à tout prix sur un achat. Un bon local bien passé que vous louez, c'est parfait. Hein. À un moment donné, il faut faire des concessions. Oui, mais je dirais que c'est comme lors d'un achat immobilier. Pareil. Vous savez très bien que les critères, vous allez sélectionner un certain nombre de critères. Ces critères, vous y êtes attaché, mais vous allez faire l'impasse sur certains d'entre eux parce que vous n'arriverez pas à obtenir le local qui est la merveille des merveilles. Alors, de temps en temps, ça a été le cas. Des créateurs ont trouvé ce fameux local caverne d'Ali Baba, entre guillemets, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, acceptez quelque chose. Soyez souple, en fait, dans votre fonctionnement. On revient sur une question qui vous avez été posée en amont. Alors là, on était sur un candidat qui savait d'ores et déjà que son installation allait être relativement longue, qu'il allait peut-être dépasser l'année avant d'avoir son local, le local qu'il souhaitait. Donc l'idée, c'était la question, est-ce que je peux m'installer l'espace que mon local définitif soit là, est-ce que je peux m'installer dans une pépinière d'entreprise? Donc oui, dès lors que, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez être nommé à condition de, je suppose que dans la même ville, hein, mais sinon il faut faire un transfert, mais sinon oui, vous pouvez très bien ouvrir dans une pépinière d'entreprise, vous avez, rien ne s'y oppose, rien ne s'y oppose, hein, je sais pas ce que vous pensez. Oui, rien ne s'y oppose. Notre candidat dit, une salle d'attente réservée à la clientèle, donc je préserve la confidentialité. Les sanitaires sont communs, c'est pas un problème. Il faut une réunion, voilà. il faut que voilà. Il y a pas. Après, voilà, là, on est sur une stratégie différente. Avant que vous souhaitez sans doute ouvrir pendant, hypothèse, 6 mois, parce que vous avez envie d'ouvrir plutôt que vous ne souhaitez pas forcément attendre que le local numéro 2 soit prêt. Donc là, on répond à la stratégie. Est-ce que j'attends que mon local définitif soit ouvert avant d'ouvrir, ou est-ce que j'ouvre ailleurs avant pour commencer un petit peu à… Sachant que, comme on le disait, le déménagement de l'étude va entraîner une légère déstabilisation de la clientèle. Mais bon, comme on est au début, ce n'est pas fondamental. Oui, tout dépend. Faut-il obtenir l'accord de la chambre par prudence? Vous allez de toute façon en parler à la chambre, puisque la chambre va vouloir savoir à quel endroit vous allez ouvrir l'étude. Là, le terme de pépinière d'entreprise n'est pas trop gênant, parce que pour le coup, ça veut dire quoi, hein, il y a d'autres activités autour. En revanche, on a peut-être plus, non pas il faut que vous soyez attentif, c'est sur les espaces coworking. Oui. Car vous avez des chambres qui, localement, les ont carrément interdits. Il y a une directive de la chambre locale qui a dit les créateurs sur notre département ne doivent pas s'installer en espace coworking, et d'autres qui l'ont accepté. Hein. Donc en fait, là, on est. Là, il faudra avoir. Vous orienter sur ce style sachant que ça doit rester que du temporaire. Hein. Faut être clair aussi que l'idée, c'est de créer son étude, donc c'est de ne pas rester dans un espace de coworking. Mais dès lors que vous allez vouloir vous installer en espace coworking, prévenez en amont la chambre, car il se peut qu'il vous n'y autorise pas. Oui. Alors, on a une question qui est arrivée entre-temps sur la question de l'embauche. C'est en moyenne, au bout de 5 ans, combien de collaborateurs a un créateur?
Alors ça, c'est extrêmement variable, Absolument. puisque on a vu de tout. On a des créateurs qui, au bout de 5 ans, sont quasiment à une dizaine de collaborateurs. On a des créateurs qui restent autour de 2-3, mais globalement, On a même qui sont restés tout seuls. voilà, Qui sont restés tout seuls. Ou sur un collaborateur. absolument. Oui. Oui. Donc, on a vraiment un peu de tout, ça va dépendre de votre activité, mais la question était sur une moyenne, je dirais qu'on est plutôt sur du 3, au bout de 5 ans, 2-3 collaborateurs. Mais ça dépend tellement. C'est tellement variable. Oui. Mais sincèrement, on a des créateurs qui ont 10 collaborateurs au bout de 5 ans. C'est absolument incroyable. Hein. Donc voilà. On en reparlera tout à l'heure au niveau de l'embauche, oui. Parce que vous avez deux approches. C'est est-ce que vous attendez d'avoir votre volume d'activité stabilisé, d'être sûr que la création soit lancée, on peut appeler ça comme ça, pour embaucher. Donc, c'est-à-dire attendre, ne pas être sous l'eau trop tôt. Et d'autres ont une stratégie différente, c'est je commence par embaucher avant que les produits soient là. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais chaque cas est personnel. Autre question. Oui, il y a une autre question. Sur les locaux. Voilà, donc le local serait disponible en octobre 2020. Mais le vendeur est prêt à laisser à disposition un bureau en entrant dans le local. Internet, téléphonie, confidentialité sont respectés. Il n'existe pas de salle d'attente. La cellule assistance du CSM m'indique qu'il n'y a pas de souci afin de débuter l'activité ainsi, mais la chambre refuse cette installation, même temporaire. Que puis-je faire? Alors, si c'est le même local, oui. C'est juste que votre local n'est pas aménagé à 100%, c'est qu'il y a un bout du local qui est disponible, dans la mesure où en plus c'est la même adresse, on peut le penser, mais ça dit un bureau dans un local, dans le local, donc un bureau. Donc je vois pas, voilà, c'est comme une étude qui est en travaux, oui. à un moment donné, il y a une partie qui est faite, qui est accessible, qui est utilisable, et l'autre qui ne l'est pas. C'est au même endroit, je comprends que c'est au même endroit. Si c'est au même endroit, moi, je ne vois pas non plus, je suis assez d'accord avec l'ANC et je ne vois pas pourquoi la chambre… Alors, il faut que vous relisiez aussi le règlement intercours, c'est qu'il faut que vous receviez quand même dans la des locaux dignes. Voilà, c'est la terminologie qui est utilisée, dans des locaux dignes. Donc, si vous voulez, moi je prends l'exemple qui est vu maintenant, un notaire qui voulait s'installer dans des préfabriqués, la chambre a dit non. Il faut faire attention. Il faut que la clientèle… Alors, le paradoxe du préfabriqué, c'est que je connais une étude qui est depuis des années et des années dans des préfabriqués et qui exerce son activité depuis des années. Donc là encore, vous voyez, suivant les chambres, suivant les positions… faites en sorte de respecter ce qui est marqué dans le règlement intercours, à savoir, il faut que vous puissiez recevoir votre clientèle dans des locaux décents, que ça soit pas fait de briques et de broc et que ça soit… voilà, si je reprends un peu le texte du règlement intercours, c'est l'article 12 qui nous dit lieu de réception de la clientèle pour la dignité et l'indépendance de ses fonctions. Le notaire ne peut exercer sans disposer d'un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes. Mais il n'est pas dit qu'il faille une salle d'attente, il n'est pas dit qu'il faut un couloir, il n'est pas dit… Enfin, vous voyez, un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes. Voilà ce qu'il est. Dès lors que vous respectez ça et que c'est propre et que ce n'est pas en chantier. Mais oui. Parce que c'est ça l'idée. Vous pouvez avoir un local, mais s'il est en chantier, c'est pas… C'est pas audible, c'est pas digne. Voilà, en fait. C'est une notion de dignité qui est intéressante. Donc ça, c'est sur place, en étant objectif avec des critères objectifs que vous allez pouvoir répondre à cette question. Alors, j'ai une nouvelle question qui arrive. Lorsqu'on achète des locaux, il faut envisager de les conserver combien d'années? Mais cette question est intéressante, mais il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de… Si l'étude peut se développer de manière satisfaisante, peut grandir, peut accueillir des nouveaux collaborateurs, peut accueillir un éventuel associé, peut accueillir… Mais il n'y a pas de délai, en fait. C'est vous qui allez faire la vie de cette entreprise. Et c'est le concret, c'est le quotidien qui va vous permettre de répondre à cette question. La seule je prends ma casquette de comptable, la seule chose qui peut éventuellement vous perturber dans un éventuel déménagement mais ce n'est pas lié à l'achat, ça peut être aussi lié à la location, c'est dès lors que vous allez prendre un local, qu'il soit en location ou qu'il soit à l'achat, vous allez faire des agencements. Ces agencements, vous allez les amortir.
Donc, prenons un cas concret. Un cas concret est très arrondi pour simplifier. Vous faites 100 000 euros d'agencement. Vous allez les amortir sur 10 ans. Donc, tous les ans, vous allez passer 10 000 euros. D'accord? Si vous décidez de déménager au bout de 3 ans, vous n'aurez passé en charge que 3 fois 10, 30 000. Et les 7 années que vous n'aurez pas eu le temps d'amortir, au moment du déménagement, vous allez devoir les passer en charge. Donc, si vous voulez, voilà, vous aviez 10 ans pour passer ces agencements en charge, vous n'utilisez les locaux que pendant 3 ans, eh bien, ces 100 000, il va falloir les passer à la fin. Il faut qu'à la fin de la 3e année, vous les ayez passés en charge. Donc, l'année du déménagement peut vous coûter cher parce que vous n'allez pas avoir eu le temps d'amortir tous vos agencements. Oui. Donc, plus vous déménagez à la fin de l'amortissement de vos agencements, plus vous les avez lissés. Plus vous déménagez tôt, moins vous avez le temps de les lisser. Mais voilà, il n'y a que ça. Sinon, il n'y a pas de critère. Il n'y a pas de critère. Il n'y a pas de critère. C'est vraiment c'est votre projet qui va déterminer la durée de maintien dans ces locaux. Alors, les locaux, on a vu le choix de la solution digitale. Alors, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et oui, alors, aujourd'hui, bien évidemment, vous ne pouvez faire l'économie d'outils digitaux de haut niveau, de dernière génération. Vous avez le choix, il y a 3 interlocuteurs sur le marché, dont le groupe Fiducial, bien évidemment, qui a une solution à la fois de rédaction d'actes et à la fois de comptabilité, mais également de négociation immobilière, et vous allez vous équiper en matériel. Alors, sur ce choix, c'est vous qui allez choisir en fonction de votre manière de travailler, en fonction de vos aptitudes. En comptabilité, je suis un peu plus tranché, puisqu'il vous faut une solution qui soit de forte renommée, et qui soit de qualité et qui vous apporte une sécurité très très forte. Donc là-dessus, je suis un peu plus nuancé qu'en matière de rédaction d'actes, puisque la rédaction d'actes, c'est votre métier. Donc vous savez parfaitement rédiger, vous savez rédiger une clause, et ne devenez pas l'esclave des clauses de votre solution informatique. Vous devez garder la main, là encore, sur la façon dont sont rédigés vos actes. Par contre, il est important que vous travaillez sur le réseau interne, sur la qualité du réseau interne et sur l'équipement matériel. Alors, l'équipement matériel, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il faut impérativement disposer de plusieurs écrans. Si vous n'avez pas plusieurs écrans pour vous et vos collaborateurs, vous allez avoir du mal à travailler de manière sereine. Parce que sinon, vous allez très vite être limité. Je veux pouvoir voir mes pièces annexes en même temps que mon acte. Je veux pouvoir voir mon acte en même temps que ma comptabilité. Je veux pouvoir voir. Donc, il faut à minima 2 écrans. On parle aujourd'hui même de 3 écrans pour être encore avoir un confort de travail vraiment très très fort. Donc, soyez attentifs à ça et ne restez pas sur des installations à écran unique. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Les copieurs et les scanners. Alors, les copieurs et les scanners, là encore, il va falloir vous pencher attentivement sur cette question parce que les scanners sont devenus absolument incontournables. Aujourd'hui, on numérise tout. On reçoit les éléments par document, par mail, par document numérisé. Donc, il faut que vous ayez quelque chose de performant qui réponde à vos attentes et à votre besoin et aux besoins de vos collaborateurs. Et enfin, une connexion Internet et de téléphonie qui soit de haut niveau également. Pourquoi? Parce que ce sont les outils de toute dernière génération qui doivent répondre à votre besoin et à vos attentes. En matière d'Internet, par exemple, vous devez avoir un haut débit. N'oubliez pas que vous envoyez vos actes et vos copies authentiques via le MICEN. Donc, si vous avez un débit Internet faible, vous serez considérablement ralenti dans votre quotidien. Et puis, vous allez consulter les bases de données en ligne, vous allez consulter les mails de vos clients en ligne, tout se fait en ligne, tout se fait de manière dématérialisée. Donc, la digitalisation est un élément essentiel de votre quotidien. Alors, on a une question, bonjour. Quel est le coût pour une installation avec 2 postes en cloud? Alors, sur l'aspect coût, il faut vous rapprocher de vos correspondants SS2I de manière à avoir
une vision claire de votre besoin et de pouvoir avoir une réponse à cette question qui est importante. Mais vous allez devoir le faire rapidement puisque vous devrez l'intégrer dans votre business plan. Ça va être une des questions qui va vous attendre. Ce qu'on veut par ce slide avec Philippe, c'était que vous pensiez bien à ne rien oublier dans cet équipement. On l'a vu, les logiciels, le matériel, mais également ce réseau. Alors, on parle du réseau interne. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement que vous ayez un réseau de dernière génération, là encore extrêmement rapide. Et vous faites installer ce réseau par un spécialiste. Méfiez-vous, parfois certains électriciens disent qu'ils sont capables de vous installer le réseau. Vérifiez bien qu'ils ont toutes les compétences pour cela, parce que s'il y a une mauvaise installation, vous pouvez avoir des fortes perturbations entre le réseau électrique et le réseau informatique, ce qui fait que vous n'allez pas comprendre, vous aurez quelque chose de neuf, mais qui ne répondra pas à vos attentes ou qui créera des ralentissements simplement parce qu'il a été mal posé, mal installé. Donc, soyez attentifs à ça, les copieurs et les scanners, et puis l'Internet et la téléphonie, bien sûr, qui sont majeurs. Mettez l'accent sur du bon matériel, des bons interlocuteurs. Une fois que vous serez lancé, vous aurez d'autres soucis que de résoudre ces problèmes-là. Oui. Mais n'oubliez pas que l'informatique a pris le digital a pris une telle importance dans une entreprise notariale, dans une étude, que il faudra quand même que vous soyez capable de régler des petits soucis sans pour cela faire appel à un technicien systématiquement. Et très rapidement, si vous n'avez pas la fibre digitale, eh bien, parmi les collaborateurs que vous avez, nommez quelqu'un qui se consacrera à ces questions, de manière à ce que vous puissiez vous décharger de cet aspect, mais que vous ayez une réponse en interne qui est absolument indispensable. Personnellement, vous voyez, à l'étude, j'avais une de mes collaboratrices qui était dédiée à ces questions informatiques pour ne pas avoir à sans arrêt appeler des hotlines, ou etc., qui sont ce qu'elles sont, avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui sont plus lentes parce qu'il y a des questions auxquelles vous devez être capable de répondre. Je dirais, le premier niveau de hotline, c'est vous, en interne, qui devez être capable de le faire. On poursuit oui. Avec l'embauche. L'embauche, donc ça c'est toujours une grande question. Quand est-ce qu'il faut que je crée mon étude et quand est-ce qu'il faut que j'embauche? À quel moment dois-je embaucher? Donc là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite. Vous allez avoir des créateurs qui vont… on en a peu eu sur la première vague, mais certains se disent, moi, je n'envisage pas de créer sans avoir quelqu'un à l'étude avec moi dès le départ. Oui. Alors, peut-être pas forcément le premier mois, mais au cours du premier trimestre, pour échanger, pour construire l'étude ensemble, et puis aussi avoir une présence physique à l'étude quand le notaire doit être à l'extérieur. Donc là, je dirais, c'est le profil du créateur qui décide d'embaucher avant même d'avoir les produits. Donc là, on en a eu. Ça n'a pas été la majeure partie des créateurs, mais après, cette stratégie-là est intéressante, mais il ne faut pas avoir peur, je dirais, psychologiquement, d'avoir des charges avant les produits et donc du coup de creuser un petit peu son déficit la première année, ou plutôt les 6 premiers mois, et de taper dans le fond de roulement parce qu'effectivement, on a des charges, on n'a pas les produits. Mais la stratégie de certains, c'est voilà, je préfère embaucher tôt, comme ça ma clientèle ne souffrira pas d'un éventuel engorgement, et ce n'est pas parce que j'aurai embauché peut-être 6 mois plus tôt que je vais mettre en l'air ma création. Au contraire, je la sécurise. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1 que certains ont adoptée. Parce que n'oubliez pas une chose, en fait, si lorsque vous restez seul à l'étude, eh bien, en fait, c'est vous qui faites tout. Ça veut dire, mais quand on dit tout, c'est tout. C'est le téléphone, c'est la réception, c'est la rédaction des actes, la rédaction des avant-contrats, c'est les formalités, c'est la comptabilité, c'est le ménage, c'est les vitres, c'est tout. Et donc, il faut bien avoir en tête cet aspect des choses et se dire, est-ce que c'est ce dont j'ai envie pour ma création? Ou en tout cas, est-ce que j'en ai envie dès le départ, ou pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an? C'est ça qu'il va falloir que vous matérialisez. Est-ce que j'en ai envie vis-à-vis de la clientèle, et aussi vis-à-vis de ma famille?
Bien sûr. Certains ont fait le choix délibéré d'embaucher relativement tôt pour, comme le disait Nicolas, pour avoir en guillemets, une vie à côté, même si la création est forcément Prenant. c'est prenant. C'est prenant. Mais il y a eu des stratégies. Voilà, je n'envisage pas de créer sans le faire à deux parce que je sais, moi, que créateur, créatrice, que je ne vais pas y arriver seul. Ou si je peux, mais ça pourra se faire au détriment d'un environnement familial Voilà. compliqué et j'ai pas envie de ça. Et j'ai envie, au contraire, de pouvoir échanger au quotidien sur les difficultés que je rencontre, sur la manière dont on va régler tel ou tel problème, sur ce client qui est un peu difficile. Je veux pouvoir échanger avec quelqu'un qui soit à mes côtés et qui ait la même vision que moi. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est celle que beaucoup ont adoptée, c'est je démarre seul, ce qui est compréhensible aussi. J'attends j'avance seul, j'attends de grossir un petit peu, d'avoir une petite visibilité sur comment réagit le marché, comment mon niveau de dossier, à quel rythme mon niveau de dossier rentre. Et à un moment donné, je décide d'appuyer sur le bouton, d'embaucher, avec le risque du coup, l'embauche ne se fait jamais instantanément. Donc entre le moment où vous allez décider d'embaucher et le moment où vous allez avoir le collaborateur, il va s'écouler un certain nombre de semaines et de mois, avec le risque effectivement le risque. Ce qu'il faut, c'est pas que votre clientèle commence à sentir que vous perdez pied. Parce qu'à un moment donné, les premiers clients que vous allez avoir, et ça on l'a vu dans toutes les créations, Oui. ce sont pour bon nombre vous êtes bien parce qu'au moins vous êtes réactif, j'ai mon rendez-vous tout de suite. Et ça, à un moment donné, vous allez peut-être pas pouvoir le garder à vitam aeternam, mais plus vous le gardez, cette avance par rapport à d'autres études, c'est top. C'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage. Embaucher une fois que je suis sous l'eau, vous risquez de perdre cet avantage. Ça, c'est. Mais encore. En fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est d'arriver à garder la dynamique que vous avez lancée. Donc, il faut que l'embauche arrive pile au moment où vous alliez commencer à refaire tomber cette dynamique et à pouvoir, au contraire, redonner un nouvel élan de manière à répondre aux attentes de la clientèle. Et puis, cette embauche, elle présente là encore un grand nombre d'avantages parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle permet d'échanger, mais elle permet aussi, et ça, ce sera sur le profil que vous allez définir, de mettre en œuvre votre stratégie. C'est-à-dire quel profil pour quel résultat attendu. Et c'est là encore où c'est vous qui allez répondre à ces aspects. Est-ce que vous souhaitez quelqu'un d'un bon niveau technique que vous n'avez pas beaucoup à former, ou est-ce qu'à l'inverse, comme certains ont souhaité le faire, prendre quelqu'un à la sortie de l'école et où en fait il y a un gros travail de formation qui prend du temps, mais le créateur a envie d'utiliser cette voie-là parce qu'il forme quelqu'un à sa façon, à sa manière, à sa méthode de travail. Oui. Alors, l'autre avantage de débuter quelques semaines, quelques mois seul, c'est que vous allez mettre le nez dans tous les métiers de l'étude. Et vous allez découvrir notamment des aspects que vous ne connaissiez pas au sein de l'étude, à savoir la comptabilité, bien souvent, la comptabilité office, la comptabilité client. Mais ça vous permettra d'avoir une vision très fine de ce qui va se passer ensuite au sein de l'étude. Et vous comprendrez pourquoi on fait tel ou tel virement, pourquoi on a telle ou telle somme qui est sur tel ou tel compte, etc. Donc, ça présente également un intérêt de découverte. Il en est de même pour les formalités postérieures et le téléacte. Et ça vous permet de comprendre la charge de travail d'un collaborateur ou les difficultés que l'un ou l'autre peuvent après rencontrer. Donc, ça vous permet d'avoir une belle vision sur votre entreprise également. On poursuit. La communication et le site Internet. Oui. Alors la communication, c'est quelque chose d'important. Vous l'avez compris, d'autant plus en 2020, puisqu'on ne peut plus se permettre de ne pas avoir de communication. On ne peut plus se permettre d'être dans l'attente des outils ou des éléments qu'on peut avoir. Il faut être acteur de sa propre communication. Mais n'oubliez pas que vous êtes également un officier public. Donc, vous avez des obligations à respecter qui sont toutes matérialisées dans les différents documents que vous avez à votre disposition sur les sites de la profession. On a parlé tout à l'heure du règlement national, mais il y a également la charte pour un développement éthique du numérique notarial. Il y a le code de déontologie notariale pour l'utilisation d'Internet. Il y a le guide des médias sociaux.
autant d'éléments que vous allez trouver sur le site notaire, sur le site réel, de manière à pouvoir répondre aux attentes. Alors, comment communiquer? Eh bien, le règlement national nous dit bien qu'il y a une possibilité d'avoir des communications lorsqu'on est créateur, trois annonces, pardon, je me trompe, trois annonces, c'est l'article 4 du règlement intercours qui le spécifie. Philippe qui m'aide avec la souris, c'est gentil Philippe, merci. Voilà, sur la publicité, l'article 4.3 dans son deuxième alinéa qui nous dit en cas de création d'office, 3 avis dans un journal d'annonce légale peuvent être publiés dans un délai maximum de 6 mois à compter du jour de la prestation de serment. Utilisez ces 3 avis puisque ça vous permet de faire savoir que vous avez créé. Alors, c'est prestigieux, mais sincèrement, il faut jouer efficace et local. Ne faites pas des annonces dans Le Monde ou dans le Figaro. Comme je disais, c'est prestigieux et c'est très valorisant pour vous, mais sur le plan de la clientèle locale, ça ne va rien vous apporter. Choisissez un journal local que tout le monde lit dans la ville ou dans la commune dans laquelle vous vous installez. Et là-dessus, personne ne peut rien vous dire. Hein. Le règlement national l'a écrit noir sur blanc. C'est autorisé. À partir de là, est-ce que j'ai le droit de faire tout et n'importe quoi? Ben non. Vous avez une obligation, notamment pour le site internet. Il est important d'en avoir un. On me fait signe qu'on a une question. Sur les avis, il s'agit de 3 avis où pouvons-nous faire un article où on se présente personnellement? Alors, moi je crois qu'il faut. Alors là, c'est un équilibre très subtil qu'il faut avoir. Il ne faut pas se lancer dans un article dithyrambique sur tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous savez faire. Vous avez le droit de mettre vos spécialisations lorsque vous avez un diplôme de spécialisation. Là encore, ça figure dans les règlements intercours et dans les chartes déontologiques. Il faut rester en phase avec ce que nous dit le règlement. Dans les 3 mois de la survenance d'un changement de titulaire d'un office, ça c'est pour les études déjà installées, on a le droit de faire paraître à ses frais 2 avis de presse suivant formule agréée par la Chambre. Mais cet agrément de la Chambre n'est pas repris pour les créateurs, donc il faut être mesuré. Voilà, il faut être mesuré sans faire de la publicité personnelle, car si vous faites de la publicité personnelle, vous allez automatiquement être estampillé par la Chambre, à juste titre, et le Conseil régional, qui pourrait prononcer une sanction. Un rappel à l'ordre pourrait être envisagé si vous faites une campagne publicitaire à votre profit dans ces 3 avis. Donc, doser, équilibrer cette communication tout en vous permettant de pouvoir le dire et le faire 3 fois de suite. Parce que l'idée, c'est d'informer qu'une création a vu le jour à tel endroit. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir dire que vous êtes le meilleur notaire de la commune, mais vous pouvez présenter quelques aspects de votre… On est dans la continuité de ce qui est prévu en amont pour les notaires déjà en place. Un maître A associé d'une SCP cède ses parts à un maître D. Lui aussi a droit de faire une information comme quoi maître un tel est arrivé dans telle étude. Hein. Donc là, il n'y a rien de neuf pour les créateurs, c'est juste qu'on vous autorise une publication de plus, mais le contexte est le même, on informe qu'il a… Cet article existe depuis longtemps, puisque les créateurs concours utilisaient déjà cette faculté qui leur était laissée. Alors, au niveau des questions du nom commercial, oui. Est-il autorisé pour un notaire créateur individuel d'avoir un nom commercial? Tu as déjà commencé à en parler ou pas? Non, vas-y Philippe. Alors là, l'idée, c'est que autant on a eu des ouvertures récentes avec la loi croissance sur la dénomination des SCP. À savoir que jusqu'à présent, la SCP AB devait forcément s'appeler la SCP AB. Maintenant, depuis la loi croissance, on peut faire appeler les SCP non pas maître A et maître B, mais on peut rajouter autre chose derrière. Ça vaut aussi pour les sociétés commerciales. Mais dans tous les cas, et là, Nicolas me reprendra si je ne suis pas suffisamment précis, mais l'idée, c'est qu'il va falloir à tout prix que, dans tous les cas, il faut qu'il y ait votre nom, votre prénom. Dès lors que vous allez vouloir mentionner l'étude de la place du Breuil, par exemple, là,
vous commencez déjà à sortir un petit peu des clous parce que si demain il y a une autre étude qui s'installe sur cette même place, et bien du coup… Vous n'avez plus le droit de l'appeler. Exactement. Donc il faut que vous trouviez un nom qui soit suffisamment équilibré pour que vous n'ayez pas de la concurrence qui vienne vous chahuter. Hein. C'est ça. Ce que vous n'avez pas le droit, par contre, c'est de dire je m'appelle l'étude de nous sommes à Lyon, voilà, on ouvre une étude avec Philippe, eh bien c'est l'étude de Lyon Notaire. Oui. Lyon Notaire, ça c'est pas possible puisque je donne l'impression que je suis le seul notaire à Lyon, et si on tape sur internet notaire et Lyon, c'est nous qui allons sortir en premier. Ça ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs la même chose pour l'appellation des sites internet, puisqu'on a dans un plan de nommage qui a été prévu, c'est le code de déontologie notariale pour l'utilisation d'Internet, je vous en parlais tout à l'heure, qui, dans son annexe, vous explique, dans son annexe 1, qui est entré en vigueur le 30 juin 2014, qui vous explique quelles sont les règles pour la mise en œuvre de ce plan de nommage. Donc, vous voyez comment le site Internet peut être mis en œuvre et comment il peut être nommé. Concernant l'affichage des honoraires dans la salle d'attente, il me Oui. semble que nous devons afficher les honoraires pour chaque prestation. Cela signifie que les honoraires pour une même prestation doivent toujours être les mêmes. Alors, vous n'allez pas afficher le tarif complet, le tarif qui résulte du code de commerce, bien évidemment. Par contre, quand vous avez une prestation qui est soumise à une lettre de mission, je pense par exemple à la consultation, une consultation orale ou une consultation écrite, et que vous l'avez tarifée, vous êtes obligé d'avoir sur votre site internet et dans l'étude l'affichage de cette prestation. Exemple, la consultation orale a un prix de 85 € hors taxe. Eh bien, ces 85 € doivent figurer dans l'étude. Vous avez la possibilité également d'avoir des remises. J'ai le droit de faire une remise de 10%, par exemple, mais ça veut dire que tous les dossiers, tous les actes de l'étude, et ça va même plus loin, puisque quand on est associé, tous les actes, même de mes associés, seront soumis à cette réduction de 10%. Ce n'est pas un dossier ou un acte qui a le droit d'avoir une remise de 10%, mais c'est l'intégralité des opérations que je conçois, que je signe, qui seront assujetties. Donc, là encore, n'oubliez pas, dès qu'on est dans le secteur libre, eh bien, je dois avoir une lettre de mission signée par le client qui va me permettre de facturer une prestation qui correspond au travail rendu. Pensez bien également que l'article 4 n'existe plus, puisque le décret auquel il était attaché n'existe plus non plus, le décret de 78. Donc, du coup, c'est vraiment code de commerce, prestation liée à une lettre de mission signée qui explique ce que je dois faire. Si maintenant j'ai une lettre de mission qui est très récurrente, eh bien, mes fameux 85 €, eh bien, je dois afficher cela dans ma salle d'attente et sur mon site internet. Cela étant, je ne suis pas dispensé de la signature de la lettre de mission lorsque je fais une consultation à 85 € et qui est tarifée. Hein, attention à cela. On a une question également. Alors à Paris, ça faisait référence à la notion de quartier et de rue, ils ont Oui. nommé du nom de la rue. De la rue. Et oui, mais s'il y a d'autres notaires dans cette rue, on risque d'être embêté. Après, voilà, si vous voulez, il faudrait voir le dossier pour savoir si est-ce que c'est au JO que ça a été publié, mais c'est vrai que voilà, ça n'empêche pas que si un notaire s'installe dans la même rue, pour le coup, effectivement, il pourrait très bien… Oui, parce que notamment pour le nommage des sites internet, on se rend compte quand on lit le code de déontologie, qu'il y a eu un peu d'assouplissement qui a été fait, et notamment le nom de l'office, c'est le nom de l'office @notaire.fr, ou s'il inclut un indice géographique, nom de rue, de place, lieu dit, il devra obligatoirement être suivi du nom de la ville ou du code postal. Ça, c'est pour le nommage du site internet que l'on peut avoir. Après, c'est plusieurs noms ou initiales de notaire. Donc, quoi qu'il en soit, pour les sites internet, n'oubliez pas qu'il y a un agrément de la chambre à avoir. Enfin, on va répondre à la question de ce slide, la question pourquoi avoir un site internet? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la première chose que fait un client, un citoyen lambda, c'est aller sur Internet pour regarder si un notaire existe dans cette commune. Et n'oubliez pas
comment il est référencé Google. Google, c'est là, tout est là. Et n'oubliez pas qu'il Avoir y a… un site, ça ne suffit pas. Mais non, avoir un site, ça ne suffit pas. Qu'il soit référencé et qu'il soit… donc là, c'est pareil, faites appel à un professionnel pour qu'il vous fasse un site. Pas le site que tout le monde, pas le site que tout le monde a. Il y a des propositions qui existent aujourd'hui où tout le monde a le même site. C'est bien, mais vous ne vous démarquez pas. Aujourd'hui, il va falloir vous démarquer vis-à-vis de, je n'ai pas peur du mot, de la concurrence, parce que c'est une véritable concurrence aujourd'hui qu'il y a, tout en respectant la déontologie. Vous êtes officier public, mais il y a une concurrence malgré tout, et il va bien falloir y faire face à cette concurrence. Internet est un bon moyen. Et dans la mesure du possible, n'attendez pas d'être nommé ou d'avoir ouvert pour le faire. Hein, moi, je prends toujours cet exemple de, une fois que vous avez ouvert, vous allez avoir des clients ou des prospects qui vont passer devant votre étude et qui vont dire, tiens, là, il y a un notaire qui a ouvert. On va voir sur le premier réflexe, ce n'est pas forcément de pousser la porte de votre étude. Les personnes vont rentrer chez eux ou dans la voiture vont tiens, qui est-ce qui s'est installé à ce coin de rue, et donc du coup, ils vont vous trouver grâce au site internet. Donc si vous ouvrez, que les personnes voient qu'il y a effectivement une nouvelle étude dans tel quartier et que derrière sur internet vous n'apparaissez pas, vous n'allez pas boucler la boucle. Hein. Et faites-vous, comme le dit Philippe, faites-vous entourer par des professionnels qui ont l'habitude et qui savent sur quoi il faut mettre l'accent pour que ce site soit visible, pour qu'il soit référencé, etc. C'est très technique et très facile, mais c'est très technique. Mais c'est très technique. On finit, je crois, avec le dernier thème sur l'évolution de structure. Alors là, on a eu pas mal de questions. Donc, dans un premier temps, on va reprendre à gauche sur ce sur quoi on voulait aborder avec vous. Quand peut-on s'associer? Donc là, les choses sont claires. Dès lors que vous avez installé, il faut ouvrir, signer un premier acte. Ça veut dire que là, en signant ce premier acte, vous avez fait naître votre droit de présentation. Et c'est uniquement à compter de cette date-là, de ce moment-là, que vous allez pouvoir envisager quelque chose, vous rapprocher d'une étude existante, vous associer, voire même vous associer à vous-même. Hein. Vous êtes notaire individuel, vous avez envie de vous vendre ou de vous apporter à vous-même dans une société d'exercice commercial, par exemple. Ça, il faut attendre d'avoir un premier acte pour le faire. Hein. Donc, dès lors que vous allez vouloir mettre un dossier sur OPM, que ce soit une session, une association ou un rapprochement, il faut avoir créé et avoir fait vivre, fait naître ce droit de présentation. Exactement. Donc ça, c'est le début. Après, pourquoi s'associer? Alors, pourquoi s'associer alors? C'est la stratégie. C'est la stratégie qui va vous le dire, vous le dicter. C'est votre vision d'entrepreneur qui va vous dire si oui ou non il est intéressant de s'associer. Et ça répond également à la troisième question. Avec qui? C'est pareil. C'est-à-dire, est-ce que nous avons avec Philippe une vision commune du traitement de la clientèle, commune ou complémentaire? Ça, c'est important. Il ne faut pas que vous envisagez des associations avec quelqu'un qui a exactement la même vision que vous en tout, qui traite la clientèle de la même manière. Non, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité. Ce qui est intéressant, c'est les visions différentes. Contrairement à ce que beaucoup d'associés ont pensé pendant des années, ce qui est intéressant, c'est la diversité au sein de cette vision. Si on prend 5 créateurs autour d'une table, si on leur pose la question pourquoi s'associer, nous aurons 5. On est censé avoir 5 réponses différentes. Hein. Je veux m'associer pour lever le pied, je veux m'associer parce que je veux me différencier ou je veux me spécialiser. Voilà, il y a toute une… ne vous associez pas parce que les copains le font. Hein. Il faut le faire parce que vous avez un projet derrière. Alors, nous avons quelques questions préalables auxquelles on va essayer de répondre et on terminera par là parce qu'on est un peu pris par le temps. Philippe? Alors, je compte m'immatriculer en EIRL avec IS. Je voudrais savoir quels sont les inconvénients présents ou futurs. Donc, dès lors, alors, ce débat de l'EIRL, au début, quand la première vague de créateurs est arrivée, l'ANC avait, à un moment donné, au niveau de sa foire aux questions, avait dit que l'EIRL était impossible dans le notariat. Bon, ils sont revenus en arrière, heureusement, parce qu'effectivement, dès lors que vous êtes en EIRL, vous êtes un notaire individuel. Donc là-dessus, pas de souci, vous y avez le droit. Après, les changements, ou plutôt les conséquences que ce choix aura, il va falloir voir, une fois que vous allez être en EIRL, si vous voulez vous vendre à vous-même, vous vendre à une structure ou vous rapprocher par le biais d'un apport à une autre structure, c'est à ce moment-là que l'on verra les conséquences fiscales. Mais je voulais surtout revenir sur le motif premier de l'EIRL, hein, pour l'avoir vécu au niveau de la première vague.
On a deux motifs qui sont là. C'est quoi? C'est je me suis installé en tant que notaire individuel à l'IR, j'explose, d'accord, en termes de revenus, mon activité. Je n'ai pas le temps, comme je sais que les délais sont relativement longs au niveau de la chancellerie, je n'ai pas le temps d'être à l'IS via ce canal-là, parce que ça va me prendre 8, 10, 12 mois. Donc, je sécurise en me mettant en EURL à l'IS. Donc, ce qui fait que là, je le fais uniquement pour un motif fiscal. J'appuie sur le bouton un 1er janvier pour être à l'IS et c'est moi qui choisis la date. Je n'attends pas d'avoir un JO au niveau de la chancellerie. L'autre motif que l'on a vu aussi, c'est quoi? Ben voilà, je bénéficie d'une aide Pôle emploi, que ça soit par le biais de capital ou de rente. Et si je me suis installé en tant que notaire individuel à l'IR, dès lors que je vais avoir, dès lors que je vais générer un tant soit peu des revenus, eh bien, ça va me faire sauter, excusez-moi du terme, mais ça va me faire sauter mes aides. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je me mets en EIRL à l'IS, comme ça, je ne prends rien, je ne me prends aucune rémunération, je ne me prends aucun dividende, je mets dans la boîte IS, et ce qui fait que ça me permet en parallèle de bénéficier de mon chômage. Voilà un petit peu les deux motifs que l'on a eu et que l'on voit, c'est perspective Pôle emploi ou perspective meilleure fiscalité dès lors que mes revenus sont… Tout en restant individuel. Voilà, tout en restant individuel. Okay. Après, j'en vois pas d'autres motifs. On va passer à la deuxième question, Philippe. Projet notaire, afin de voir si le projet est viable, j'aurais besoin de connaître le délai dans lequel je peux m'associer un autre notaire, les démarches à effectuer. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de… Il n'y a pas de délai. Il faut attendre déjà de faire son premier acte pour pouvoir s'associer. Mais une fois que vous avez décidé de vous associer pour tel ou tel motif, quel projet de telle ou telle stratégie, si on raisonne en délai pur et dur, après, vous subissez le délai de la chancellerie. Vous êtes maître A, vous voulez devenir la celle AB, et bien du coup, vous allez déposer un dossier sur OPM et ça prendra 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Malheureusement, nous n'avons pas de délai bien précis, ce qu'on appelle, nous, chez nous, un délai long, et non pas un délai court, comme peut l'être une transformation de structure, par exemple. OK. Comparatif entre exercice à titre individuel, options possibles pour l'IS et en société à l'IS, notamment d'un point de vue de l'ACRE et de l'AR. Bon, là, ça demande plus une consultation, mais l'idée c'est ça, c'est qu'à l'IR, vous savez que dès lors que vous générez un bénéfice, que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas, vous êtes fiscalisé dessus, donc ça pourrait avoir des conséquences sur votre ACRE ou votre AR, c'est sûr, vous avez un bénéfice, même si vous ne le prenez pas, il est dans la boîte et il va être affiché comme tel. En revanche, c'est vrai, si vous êtes à l'IS, vous pouvez vous permettre d'avoir des bénéfices, mais de ne pas les prendre. Et dès lors que vous ne les prenez pas, vous pouvez sécuriser effectivement toucher du chômage. Oui. Mais ça vient. Je pense mais ça, il faut une consultation. Et puis, il ne faut pas forcément être à l'IS pour sécuriser, en guillemets, l'ACRE. Il faut qu'il y ait, si vous êtes à l'IS, il y a un autre motif derrière, il y a un autre projet. C'est ça. Si on souhaite apporter son étude à une société à l'IS avant le premier acte, pour l'euro symbolique, est-ce possible? Le cas échéant, faut-il au préalable s'immatriculer en tant qu'entrepreneur individuel? Alors, donc déjà, tel qu'on le comprend de la question, c'est que vous êtes nommé notaire en tant qu'individuel. Donc, effectivement, vous allez avoir une immatriculation en tant que notaire individuel. Vous allez ouvrir en tant que notaire individuel. Vous allez faire vos premiers actes en tant que notaire individuel. Et après, vous allez constituer votre société. Et là, dès lors que, déjà, de manière assez brutale, est-ce que votre étude que vous avez créée vaut 1 €? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle vaut 500 000, comme certains le disent? J'en suis pas sûr non plus. Il faut rester cohérent. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas forcément que le droit de présentation à apporter. Attention, vous allez avoir de la trésorerie, vous allez avoir des éléments corporels, et surtout, dans bon nombre de cas, vous allez avoir un emprunt. Donc, vous ne pouvez pas aussi avoir d'apport négatif. Donc, si vous avez un emprunt de, hypothèse, 80 000 ou 100 000 € que vous souhaitez apporter, il va falloir que le total de vos apports soit à minima égal à cet emprunt. Donc, vous n'allez pas pouvoir apporter votre droit de présentation 1 € si en face, vous avez un endettement de 100 000. Je caricature volontairement à outrance, mais faites attention sur cette notion de 1 €. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est sûr, c'est forcément d'éviter une plus-value, peut-être, mais il n'empêche que vous ne pourrez pas apporter que ça. On est dans une casquette, on est en chef d'entreprise, on crée son étude, on décide de changer de structure, donc on fait les choses, en guillemets, bien. Okay.
Très bien. Dernière question, Philippe. Mon expert comptable m'a dit qu'il fallait au moins attendre 1 an avant de s'associer pour le commissaire aux apports. Est-ce vrai? Non, il n'y a pas de, Il il n'y y a pas de délai. Vous pouvez, la règle, c'est quoi? C'est le premier acte, on l'a Premier dit. acte. Après, vous avez quoi? Vous avez un autre délai qui vous tend. euh, euh, c'est quoi? C'est dès lors que vous allez vouloir vous associer ou vendre euh, avant 2 ans, vous allez être, c'est technique, mais c'est pas bien compliqué, vous êtes en plus-value court terme. Hein. Donc, si vous voulez, Plus-value professionnelle. voilà, je dirais que s'il y avait un discours ou plutôt un frein à dire, c'est attendez plutôt 2 ans que votre plus-value d'apport ou que votre plus-value cession soit en long terme, soumis à la flat tax à 30%, plutôt que d'être de manger à court terme au barème progressif de l'impôt. Hein. Donc, c'est plus ça. Il faut peut-être plus prendre en compte ce délai-là en matière de fiscalité. Mais si vous avez envie de vous associer rapidement, parce que, comme on a eu le cas, hein, la priorité, c'était de s'associer, quitte à ce qu'on soit en plus-value court terme, et ben vous y allez, hein, parce que votre projet est celui-ci. Voilà, merci Philippe pour cet ensemble de précisions. Vous savez que vous pouvez nous contacter ou nous poser d'autres questions sur contact.notaire@fiducial.fr. Vous voyez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous savez que nous avons des spécialistes qui sont avocats, experts comptables, notaires, spécialisés en site internet, etc., qui sont également à votre disposition pour vous aider dans cette approche de création. Et puis, nous vous souhaitons pour cette année 2020 tous nos voeux de belles installations, de belles dynamiques autour de cette création, qui est un moment vraiment formidable et qui saura vous remplir de plaisir tout au long de ces prochains mois. Une belle aventure. Une belle aventure. Merci encore Philippe. Et puis à très bientôt, nous l'espérons, sur notre site. Au revoir. Au revoir.